Rebonjour pour un autre épisode de chez Bonjour. Christian. Toujours accompagné de mon Jean-Sébastien préféré. Aujourd'hui, on a un autre sujet pour vous. Comme d'habitude, on a toujours des sujets intéressants. Ben oui. On entend beaucoup parler d'immobilier. On parlait d'investissement, comme étant l'immobilier étant un investissement. Oui, certain. Fait que, en parlant d'immobilier, comment on fait pour s'en procurer un? Oh, yeah. Tu veux acheter un immobilier? OK. Fait que, mettons, c'est quoi les étapes qu'il faut suivre pour qu'on puisse acheter de l'immobilier? Bon, en partant, et vous serez très étonné de savoir que ça prend un bon budget. Hein? Ah, c'est le budget. Pour savoir où on s'en va. Faut d'abord évaluer ses besoins aussi. Il y a le budget, évidemment, pour le côté financier, mais il y a aussi d'autres facteurs à évaluer. Est-ce qu'on veut demeurer pas loin de son lieu de travail ou pas loin d'un métro, en ville, en banlieue? C'est quand même des choses importantes à évaluer parce qu'une fois qu'on est installé quelque part, c'est plus comme dans les belles années où le prix de l'immobilier est assez accessible. C'est de moins en moins accessible. Fait que peut-être qu'on est groundé pas mal plus longtemps qu'on l'était il y a quelques années. Là. Okay. Fait que je pense que l'évaluation des besoins avant de s'installer est vraiment importante. Fait que la région, évidemment, le budget, puis les autres petits facteurs qui sont quand même importants. Comme pour moi, je reste à 4 km de mon lieu de travail, c'est vraiment très important parce que le trafic... Non, bon. Fait que la localisation est importante. Ouais. Le budget qu'on accorde, notre situation aussi familiale, parce que c'est sûr qu'on a une famille de 4, mettons, 4 enfants, deux adultes. Aller chercher, un condo 3,5, c'est pas ça l'idéal. Ça marche pas. Ça fait partie de l'évaluation des besoins, c'est certain. OK. Puis, en plus du coût de l'immobilier, que ce soit un condo, que ce soit une maison unifamiliale, une maison en revenu ou un chalet. Ça, c'est une deuxième étape. Là. On ne s'achète pas un chalet en partant. En tout cas, je pense pas. Il y a les frais afférents à ça. Une fois que tu achètes, selon la valeur de la propriété que tu veux acheter, ben, les taxes municipales sont en fonction de ça. Les frais de notaire aussi sont un peu en fonction de ça. C'est quand même des frais très importants. On ne parle pas de centaines, on parle de milliers de dollars par année. Pas pour les frais de notaire, mais quand même. Là. Okay. C'est des choses qu'il faut vraiment considérer. Là. C'est pas du petit change qu'on met de côté. Oh, on va s'arranger avec ça plus tard. Non. OK, c'est bon. Dans le fond, il faut considérer tous ces frais-là aussi dans notre planification de budget qu'on veut accorder pour l'achat du immobilier. Oui, c'est très, très important. C'est ça qui peut faire la différence avec un achat réussi, à mon avis, ou un achat qu'on est obligé de remettre en vente pour downsizer pas longtemps après. Première étape, on cherche la localisation en fonction de nos besoins. On s'approprie, en fond, au niveau le cash, le budget. Il faut planifier le budget. Puis, il faut penser aussi aux autres frais, comme tu dis, connexes là, pour l'achat de la propriété. Oui. Fait que, après ça, qu'est-ce qu'on fait? On y va-tu avec une deuxième étape? Ben oui, une deuxième étape. C'est quoi la deuxième étape? Ben, ce sera à toi de la dire. Ah, c'est ma deuxième étape. Ben, il faut aller à la banque. OK, le cash. Ouais, c'est ça. Parce que si on n'a pas le budget, moi, la deuxième étape, elle vient, il faut aller chercher un financement. Ouais. Fait que pour aller chercher le financement, ben, officiellement, il faut aller chercher un prêt hypothécaire. Fait que avant le prêt hypothécaire, parce qu'on va éventuellement commencer à magasiner, il faut aller chercher une préautorisation hypothécaire. Puis là, ben, dans la préautorisation hypothécaire, il faut s'assurer, dans le fond, que ça respecte un peu l'évaluation du besoin qu'on a fait au début. Parce que si on évalue, on veut une grosse maison, on veut 2 étages, tout le monde veut ça, hein? À Tremblant, un bel endroit, puis tout ça, puis malheureusement, on se rend compte à la banque qu'on n'a pas le revenu, puis on ne fait pas l'argent qui va avec, mais malheureusement, je ne pense pas que c'est réaliste de penser qu'on va le faire. Fait que dans le fond, quand on va aller à la banque pour aller chercher notre préautorisation hypothécaire, c'est un peu ça qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont évaluer si nos capacités de payer est en lien avec le besoin puis la maison, l'immobilier qu'on veut acheter. Okay. Puis il y a une formule qu'il faut que ça soit respecté pour que la banque puisse nous accorder la préautorisation hypothécaire. Oui, je pense que pour eux, il n'y a pas de détail qui n'est pas important. Hein? Non. Surtout depuis quelques années, là, où les taux d'intérêt qu'on floupe ont monté dans le tapis. Fait qu'effectivement, il faut penser qu'il faut être réaliste dans notre recherche puis dans notre prêt hypothécaire
incluant notre recherche de maison et d'ambition qu'on veut au niveau de l'immobilier qu'on veut acheter. Oui, c'est pas à négliger, là. La recherche, pas parce qu'on voit une maison qu'on tombe en amour avec qu'on veut puis qu'on a les moyens de l'acheter, que c'est peut-être une bonne chose de le faire. Il y a beaucoup de facteurs à considérer, puis je pense qu'il faut vraiment réfléchir. C'est peut-être le plus gros achat de notre vie. On a dit ça c'est le plus gros achat de notre vie, oui. Pour la plupart des gens, en tout cas. Fait que, faut bien le prévoir, là. Bon, là, c'est à ton tour. La troisième étape, ça serait quoi la prochaine étape après tout ça? J'ai volé le scoop déjà, là. Trouver le bien immobilier de vos rêves. Bon, c'est certain que on peut avoir besoin d'aide pour ça. Le trouver par soi-même. De nos jours, il y a des bons outils, que ce soit n'importe quel site Internet relié à des ventes de propriété. Centris du proprio. Oui, Centris, c'est ce que je cherchais depuis tantôt, merci. Exactement, ouais, du proprio. Je pense qu'il a vraiment pris une part de marché qui est croissante, puis ils sont très, très axés vers... la recherche. Oui, la recherche, carrément. Fait que c'est de plus en plus facile, si on veut, sauf que c'est facile pour nous, c'est facile pour d'autres. Fait que ça rend la compétition encore plus vive, plus dense. Fait qu'il faut vraiment faut s'y prendre d'avance, je pense, puis il faut attendre, faut être prêt pour l'opportunité. Fait qu'on fait des recherches, puis on peut consulter, tu as dit tantôt aussi en prémisse, qu'on peut aller chercher de l'aide. Oui, OK. Il y a la bonne vieille méthode qui doit marcher encore. Ça fait longtemps que j'ai acheté quelque chose, mais un agent d'immeuble, il y en a qui travaillent pour nous, il y en a d'autres qui travaillent pour les vendeurs. C'est pas nécessaire d'avoir un agent, mais tu sais, si tu vas voir, par exemple, je sais pas, si tu vas visiter une propriété qui est vendue par tel agent, telle agente, peut-être que cet agent-là, tu peux devenir son client un peu par défaut. Puis si la maison dans laquelle tu as été visité te convient moins, il y a peut-être quelque chose d'autre. Bon, bref, n'importe quelle situation peut mener n'importe où. Il faut juste être attentif, je pense, puis être prêt quand l'opportunité passe, surtout. Là. Dans le fond, la troisième étape, si je comprends bien de tout ça, c'est qu'on s'en va chercher de l'aide, si on en a besoin, puis on trouve qu'on veut aller chercher une aide, un courtier immobilier. Oui. Puis, il faut faire des recherches. Il faut trouver un peu, dans le fond, la maison qu'on cherche. Là. Je pense que moi, en tout cas, comment je suis, c'est en faisant des recherches que je me suis rendu compte de ce que je voulais vraiment. Okay. J'y allais plus à l'envers. Ah non, ça, j'aime pas ça, ça, j'aime pas ça. Ça, je l'aime, mais j'ai essayé de donner une note, mettons 80%. OK, est-ce que c'est une maison à 80% que je vais réussir à trouver? Puis ça a pris vraiment longtemps. J'ai acheté ma première propriété avec ma conjointe, j'avais 31 ans. On s'est donné beaucoup, beaucoup de temps en appartement. On a regardé la game très, très longtemps. Puis ça nous a permis d'accumuler un bon fonds. Puis comme on a dit dans l'étape numéro 2, là, notre priorisation hypothécaire était beaucoup plus facile à obtenir parce que, on avait plus de fonds. Okay. Mais bon, ça c'était à l'époque, là. C'est peut-être plus facile comme ça de nos jours. Mais anyway, on peut avoir... On n'a pas besoin aussi d'avoir accès aux professionnels. Il y a des gens dans votre cercle d'amis qui ont trouvé des maisons avant. Ouais. Ils peuvent vous orienter, probablement. Là. Pourquoi ils ont choisi telle maison? Ça donne des idées. C'est ça. Fait que dans le fond, c'est faire comme une recherche, un remue-ménage de tout ce qu'on aimerait. Puis aussi d'aller l'en visiter, parce que le but de faire, trouver la maison, c'est faire des visites aussi. Parce que les visites vont aider, comme tu dis. C'est à force d'en faire aussi que, à un moment donné, tu t'élimines un peu qu'est-ce que tu n'aimes pas, ou tu dis, ça, c'est nécessaire, ça me le prend. Fait que tu clarifies un peu plus ton idée de c'est quoi la maison idéale ou la propriété idéale que tu veux acheter. Dans le quartier que tu veux. Ou dans le quartier aussi, ça, effectivement, la question de transport, la question de... On dit ça, mais quand j'ai acheté cette maison-là, on avait tellement fait de recherches, peut-être plus ma conjointe que moi, là, mais quand même, je restais aux aguets. Là. C'est drôle à dire, mais c'est complètement l'inverse de ce que tu viens de dire. J'en ai visité une seule maison. Ah, OK. Ouais. Live, on a visité une seule puis on l'a acheté. Okay. Mais on avait vu tellement de choses avant qu'on savait un peu plus. C'est ça. Quand on est tombé en amour avec la maison, on savait. On savait. Là. OK. Au contraire, tu vois, moi, c'est un peu le contraire de toi. Moi, j'en ai visité peut-être une quinzaine avant de tomber sur celle que je voulais. Parce que, oui, ça en fait plusieurs, mais de l'autre côté, je trouvais qu'il y avait toujours un élément il clochait. Là. Il y avait beaucoup de... je suis plus perfectionniste. Oui. Puis, je suis un peu plus connaissant aussi dans certains domaines, entre autres au niveau de la rénovation, habitation. C'est vrai.
J'étais un peu plus difficile peut-être dans mes choix aussi au niveau de la qualité que je trouvais dans la recherche que je faisais, puis les maisons que je trouvais. Dans le budget que je pouvais me permettre, parce que c'était très important. Le budget, il revient souvent là-dedans. Des fois, on finit par voir des maisons, puis à force d'en voir, des fois comme, oh, finalement, elle est intéressante, mais elle est un peu plus chère que ce que je pensais ou qu'est-ce que je peux me permettre. OK, c'est bon. OK. T'avais-tu des choses à rajouter là-dessus? Je pense que j'ai pas mal fait le tour. Mais tu sais comment je suis, là, je vais revenir à ça tantôt, là, quand je vais avoir une idée. Là. OK. Avec un 4e point. Ben là, 4e pour moi, c'est si je suis prête puis on a trouvé la maison, je fais une offre. Une offre d'achat, hein? Fait que moi, j'irais avec l'offre. Le jour J. Jour J. Ben, jour J de l'offre. Oui, de l'offre, ouais. Ça veut pas dire que ça va marcher. Fait que là, on est prête dans le fond. Pour moi, on est magasiné. Comme tu dis, tu as magasiné. On sait, à force d'emmagasiner, on a vu plein. Puis là, on sait qu'est-ce qu'on veut. On l'a trouvé. Je suis prête à faire l'offre. Fait que faut faire l'offre. Fait que la première affaire dans l'offre, il y a des fois des inclusions-exclusions. Souvent, on peut parler d'inclusion-exclusion dans la maison. Fait que le vendeur, souvent, il parle d'un peu qu'est-ce qui est inclus dans la vente. Ça peut être des fois un air climatisé, ça peut être poêle frigidaire, ça peut être des meubles, des choses qui mettons une piscine, qu'on ne peut pas déménager vraiment. Ouais. Mais souvent, les gens ils disent la piscine est comme incluse dans la vente. J'espère, parce que c'est un peu plus difficile. Hors terre, c'est plus facile, mais une piscine creusée, c'est plus difficile à déménager. Fait que, bref, ça peut faire partie, dans le fond, de l'offre qu'on va faire pour acheter la maison. Fait qu'il faut préparer l'offre. Fait que dans le fond, il faut évaluer l'offre en fonction du prix, en fonction de ce qu'on a vu. Puis dans l'offre aussi, il n'y a rien qui nous empêche de faire une évaluation. T'sais, on fait venir un inspecteur pour aller faire une évaluation de la maison, pour voir si on ne trouve pas quelque chose. Est-ce que c'est obligatoire, tu penses, les évaluations? Non, c'est pas obligatoire. C'est fortement recommandé. C'est fortement recommandé. Puis même pendant la période qu'on a vue dernièrement, là, il y en a plusieurs qui excluaient l'offre ou la permission de faire une offre conditionnelle à une inspection. Okay. Parce qu'il y avait trop d'acheteurs potentiels. Il y avait trop d'acheteurs, puis la demande est trop forte. Ça, c'est fou. Est-ce qu'on va revivre ce marché-là? Je ne sais pas trop. J'espère que non. En tout cas, dans mon cas, moi, c'est sûr que l'inspection est importante, parce que souvent, elle n'est pas faite, on n'ouvre pas une mur là, pour aller vérifier, mais on est capable quand même de voir les gens qui travaillent dans le milieu. Un inspecteur en bâtiment, mettons, il est capable de quand même voir plus facilement les failles ou des faiblesses. Puis on peut aller négocier le prix, parce que dans le fond, quand on fait l'offre d'achat, l'offre d'achat, il faut faire un tout avec ça. Fait qu'il faut considérer plusieurs éléments pour l'inclure dans notre offre d'achat qu'on va présenter à l'acheteur. Puis que là, c'est l'autre étape qui suit, qui est... Ah ben non, attends, il y a quelque chose que je considère vraiment important, qu'on n'a pas parlé dans ce point-là. Là. Il y a tout ce que tu viens de dire pour l'offre d'achat, mais il y a aussi la date. Ah, la prise de possession. Oui, la prise de possession, puis tout ce qui vient avec ça. Là. Ça a l'air de rien. Oui. Mais là, on est rentré dans un... OK, pendant, je sais pas, les années 2019, 20, 21, 22, tout se vendait très bien jusqu'à ce que les taux d'intérêt augmentent. Là, le marché a ralenti. Ben, c'est là, je pense qu'on va recommencer à se souvenir que c'est peut-être pas si facile que ça, vendre une propriété, finalement. Là. C'est juste que le marché était complètement fou, puis qu'il venait brouiller les cartes. Là. Oui. Fait que, tu sais, si tu achètes une maison, puis tu as un condo, ben, faut que tu le vendes aussi. Fait que tu vas acheter avec la condition de vendre ton condo. Oui, bon la personne qui va acheter ton condo, lui, ben, s'il n'est pas en appart, parce que là, ça commence à être un peu moins difficile si, bon, c'est des baux à briser ou à sous-louer. Bon, c'est moins, je pense, engageant que de vendre ta propriété que tu as présentement pour pouvoir acheter une autre. Là. C'est une chaîne. Là. Puis là, ben lui qui vend, qui veut te vendre, mais lui aussi, il achète quelque part ailleurs. Là. Fait que c'est une chaîne qui peut être extrêmement longue. Puis il s'agit qu'il y ait un maillon qui ne fonctionne pas pour que tout soit ralenti. C'est comme un train, là. Bon, pas mégantique, là, mais... non, mais vous voyez l'idée, là. Il faut que tout s'imbrique facilement. Jusqu'à temps que, je sais pas, moi, ce soit une personne qui parte de chez ses parents, puis que, bon, ben, il n'y a pas vraiment de date, il va prendre la maison quand elle va être disponible. Là. Fait que c'est quelque chose qui est pas toujours super important, mais je pense que de nos jours, je suis certain qu'il y a des transactions qui ont avorté depuis quelques mois, là, dans notre entourage éloigné, là, à cause de ça. Oui, tout à fait. Bon, un excellent point. Je pense que la date est importante, la date de prise de possession. Oui. Fait qu'effectivement, la date de prise de possession, c'est un élément qui est primordial dans l'offre d'achat parce que il y a des conditions, c'est une condition essentielle
pour l'achat. Puis ça peut balancer des fois le pour ou contre la question du vendeur aussi là, qui veut vendre. Là, parce que si lui, comme tu dis, dans le maillon, il est pogné à acheter, qui veut lui-même acheter quelque chose de l'autre côté, puis il y a un délai, lui aussi, à respecter. Fait que les deux, il faut que ça marche ensemble, puis que tout le monde marche ensemble, parce que sinon, on ne livrera pas. T'as beau vouloir, si tu n'arrives pas à le vendre, ton condo que tu Tout vas à fait, débarrasser pour acheter ta nouvelle grande maison, wow, OK, ça change la game. Là. Puis à l'inverse, ça se peut que tu sois pogné, mettons que tu as les moyens de te le permettre, tu vas te pogner à payer 2 hypothèques. Exemple que ça fonctionne. C'est ça, là, ça marche plus. Puis là, c'est 2 hypothèques à gérer, 2 hypothèques à aller... Ouais, OK. Ça se complexifie, là. C'est pas si facile que ça, finalement. C'est pas si simple. Ben, faut pas faire peur aux gens non plus. Là. C'est pas quelque chose... Mais ça peut être un deal breaker. Pas mal plus que ce qu'on l'a vécu depuis 4, 5, peut-être un peu plus, là, 10 ans. Oui, excellent point, c'est bon. OK. Ben là, je reviens à mon étape numéro 5. Ah oui, c'est quoi la prochaine? Bon, on nous dit ici, signature du compromis de vente. C'est l'acte de vente, ça. C'est l'acte de vente, OK. Voyons, c'est des thèmes juridiques. Là, c'est comme un contrat. Je pense que tu es peut-être mieux outillé que moi pour en parler là, de celui-là. Là. Mais c'est l'acte de vente. Okay. Dans le fond, c'est la signature, c'est l'acceptation de l'acte de vente. Fait que c'est clair que on vient de nommer un peu les conditions les balises qu'il pouvait avoir. Rendu là, on est le vendeur, dans le fond, qui voulait vendre sa maison, puis nous autres, en tant qu'acheteurs, qu'on a fait notre offre d'achat, mais lui, il évalue à son tour, voir si les paramètres, puis les conditions mis, que ce soit l'inspection, que ce soit le prix, que ce soit la date de prise de possession, tous ces éléments-là, si coïncident un peu avec sa situation à lui, puis son bien vouloir de le vendre au prix que nous autres, on est prêts à offrir. Puis si tout va bien, bien, on conclut dans un certain sens l'acte de vente ou la vente. Ben, en fait, c'est ça. Ça va avec l'offre d'achat. Là. Achat, offre, contre-offre, blablabla. C'est comme souvent dans une relation contractuelle, pour revenir un peu aux choses de contrat. C'est un 50-50 souvent. Fait que dans le fond, la promesse d'achat ou l'offre d'achat qu'on a faite auparavant bien, vient faire un peu, dans le fond, le 50% d'engagement de la part du acheteur. Puis maintenant, le vendeur, bien, il faut qu'il fasse sa part, qu'il amène l'autre 50% pour faire la transaction d'affaires, dans le fond, pour complémenter la transaction d'affaires, puis conclure la transaction d'affaires. Fait que les deux parties s'entendent sur les conditions émises dans le contrat de vente. Puis à ce moment-là aussi, on tient compte du rôle de la banque, parce que si tu n'avais pas l'argent, comme la plupart des gens, à 100% pour acheter ta propriété, ben il faut que la banque ait libéré les fonds pour que les fonds soient mis dans le compte du notaire in trust, là. Des termes très spécifiques, mais qui font en sorte que c'est le notaire qui prend possession de l'argent. Et une fois que la transaction est complétée, ben, les fonds vont officiellement dans le compte du vendeur. C'est ça, mais là, tu es en train de sauter à l'autre étape. Là, on s'en va au notaire après. Là, c'est tellement pareil. Là. Mais il y a quand même c'est quand même deux séparés. C'est deux actions quand même séparées. Dans le fond, il y a l'entente avec le vendeur puis l'acheteur qui se passe, qui était mon étape parce que moi j'étais. Ah oui, OK, excuse-moi. Moi, j'étais assis à table, j'étais en train de négocier. Là, je venais de conclure ma transaction. Moi, je t'amène chez le notaire. Là. Puis tout était déjà rendu chez le notaire. Là. Tu m'attendais au notaire. C'est les délais qui marchaient pas pour ça. Mais c'est ça, dans le fond, effectivement, c'est le notaire qui vient un peu conclure officiellement, nous, au Québec, la transaction d'affaires. Parce que le notaire n'est pas existant dans le reste du Canada non plus. Là. C'est une fonction québécoise, dans un certain sens, au niveau de la transaction, mettons. Là. OK, c'est la personne officielle. C'est la personne officiellement responsable qui faut entériner l'acte de vente, dans le fond, qui était conclu entre les deux parties. Donc, il n'y a pas ça dans le Canada anglais. Ah ben, je savais même non, pas. Il y a le notaire, c'est une fonction française plutôt. Okay. Là, c'est la France, dans le fond. Ça vient un peu de la France. Là. Ah bon, OK. Bon, on apprend. On a même un petit volet historique à ce podcast, incroyable. Bon, c'est ça. Là, tu peux. Vas-y avec ton punch. J'ai plus grand-chose à dire, là. Mais ton interest, la question des fonds disponibles, la banque, dans le fond, le déboursé de la banque versus le comptant, parce que là, on n'a pas parlé de budget, mais on a parlé du budget au début. Mais on n'a pas parlé. C'est exemple, tu avais une mise de fonds. Oui, c'est important. Ça, fait que là-dedans, je pense que dans l'étape où est-ce que tu es rendu au notaire, là, dans le fond, le notaire va prendre en considération ta mise de fonds si tu en avais une, avec les conditions de la banque qui ont été mises sous le prêt, le taux de l'hypothèque, taux hypothécaire, le terme, vas-y. Je pense bien que le notaire va communiquer directement avec la banque pour être certain que
que tout soit dans l'ordre, parce que bon, il peut y avoir des coquilles quelque part dans le chemin, c'est certain. Puis, ben, comme on vient de le dire, particulièrement au Québec, ben, ils sont importants pour que la transaction soit officielle et puis que ça se passe dans les règles. Puis lui, de l'autre côté, qu'est-ce qu'il fait au niveau, une fois qu'il conclut dans le fond la transaction dans les deux parties, bien, il va aller prendre le déboursé de la banque, il va aller donner, dans le fond, les clés. C'est souvent le notaire qui nous donne les clés de la maison, parce que c'est par lui officiellement que ça se fait. Puis il enregistre la transaction à la municipalité ou à la ville de où est-ce qu'on achète. Fait que dans le fond, c'est lui qui conclut la vente auprès de la ville responsable. Ah, c'est vrai, il y a tout ce volet-là. Tout le côté juridique, c'est un peu ça que je cherchais dans tout. Le dire. Ben oui, je comprends que je prends devant, là, C'est parce qu'on se complète tellement bien. Oui, c'est ça. Ben oui, c'est vrai, évidemment, il faut aviser la ville pour que, si c'est une nouvelle propriété, un nouveau premier achat là, qui vient d'être construit, là, il y a le cadastre, il y a tout ça, il peut y avoir des erreurs aussi, il y a toutes des choses que le notaire doit vérifier. Exact. Fait que, on a en tête que le notaire, ça coûte vraiment cher, mais je pense qu'ils font vraiment un travail d'aller vérifier plein de petits détails comme ça qui nous échappent, là, parce que c'est très, très des précis, détails techniques. Techniques très importants pour que tout se passe bien, surtout pour la suite des choses. Là. Exact. Pour les deux parties, parce que souvent ça, c'est... Le vendeur, lui, ben, il va recevoir son argent, même chose. C'est le notaire qui va aller faire le débourser pour le vendeur, qui va aller chercher l'argent du acheteur. Puis toi, est-ce que tu penses que d'avoir ton propre notaire, c'est important dans la transaction? Mon propre notaire? Tu sais, quelqu'un qui est un peu méfiant ou qui essaie de faire des entourloupettes, là, d'avoir son notaire? Non, je pense pas là-dessus, non, parce que moi, je trouve que cette fonction-là est très ancrée dans quelque chose de très concret au niveau de la loi et les responsabilités. Fait qu'avoir un notaire à toi ou avoir un notaire autre, mettons que ça soit celui du vendeur ou de la banque, peu importe, je pense pas que ça a une importance au niveau de ça. C'est des genres de loi, puis c'est ça. Même si ils peuvent avoir un parti pris, la loi fait en sorte que... Oui, puis il n'y a pas de... Je veux dire, on le paye. D'une façon ou d'une autre, il est payé. Fait que pour lui, peut-être qu'on peut économiser quelques centaines de dollars, tout dépendant les frais, là, en fonction du montant. Puis, ça peut... Souvent, on dit que c'est 1000, 1500, tout dépendant la valeur de la transaction. Là, parce que lui, c'est tout le côté juridique qui doit entériner. Fait que, pour moi, rendu là, que ce soit une connaissance ou pas. Je dirais plutôt peut-être, vu qu'il fait vraiment une analyse de marché, je dirais plutôt que le courtier immobilier, lui, c'est quelqu'un que j'aurais une tendance plus à aller chercher quelqu'un dans mon entourage que je connais, que je trouve qu'il est compétent parce qu'il connaît bien son milieu, puis une question d'expérience dans le marché, puis qu'il connaît un peu les petits quartiers mieux que quelqu'un d'autre quand tu fais ta recherche, mettons, dans la maison. Fait que pour moi, c'est plus important d'aller chercher un courtier immobilier que tu connais ou dans ton entourage. Qui va mieux évaluer tes besoins, peut-être. Exact. Ou qui te connaît mieux aussi pour savoir mieux identifier qu'est-ce que tu recherches versus un notaire qui est plus une fonction type qui encadre quelque chose qui est bien régi dans une loi. Là. OK. Mais quand même, il y a un cadre pour les notaires, qu'on vient de décrire un peu, puis il y a un cadre aussi pour les agents d'immeubles. Oui, tout à fait, c'est ça. Les deux sont régis. Là, puis... Moi, quand j'ai acheté 2 propriétés dans ma vie, puis les 2 fois, j'avais pas d'agent pour me représenter. Là. OK. Fait que c'est pas... Ben, peut-être que je me suis fait avoir quelque part, je ne saurais jamais, mais bon, si je cherchais encore, c'est probablement que tout s'est bien passé. Fait que, tu sais, j'ai fait confiance au professionnalisme de l'agent en fait, il n'y avait pas d'agent pour la deuxième transaction. OK. Bon. Puis là, ben... Il reste juste... C'est quoi la dernière étape? Ben, tu l'as déjà dit, prendre les clés chez le notaire, prendre les clés. Oui, mais là, j'ai pris les clés, là. Puis je fais quoi avec mes clés? Tu prends possession de l'immeuble et du terrain qui vient avec. Puis là, j'amène le champagne. Oui. Quand il dit sa porte... tu peux baptiser des pièces avec ta copine, si tu veux aussi. OK. C'est tout ça. OK, c'est tout. J'ouvre la porte puis je m'amuse, c'est ça? Oui, exactement. OK, puis le déménagement, évidemment. OK, c'est ça. Il y a quand même une étape importante, là, le déménagement, puis la prise de possession, oui, la clé, mais c'est ça. On parlait de frais connexes, là. On a nommé les taxes foncières, municipales, les frais de notaire. Ben, ça en est un gros aussi, déménagement. Là. Si on a beaucoup de meubles, puis qu'on n'a pas tout à fait envie d'inviter d'obliger nos amis à venir nous aider. Si on embauche des déménageurs, ça augmente la facture encore quand même sensiblement. Fait que c'est encore quelques milliers qu'on ajoute par-ci, par-là. C'est des frais à ne pas négliger. Très important. Puis les frais aussi de
quand tu rentres dans la maison, mettons quelqu'un qui part de l'appartement puis s'en va dans une maison, on s'entend que tu vas peut-être tu vas vouloir rénover certaines choses ou tu vas vouloir mettre à ton goût un peu ta peinture. Il va te manquer de meubles peut-être aussi. C'est ça, des questions de meubles, question de, c'est ça, occuper dans le fond les pièces. Ouais. Puis l'entretien aussi, le gazon, puis toutes ces affaires-là. Fait qu'au début, ben ça dépend. Si tu déménages en hiver, si tu déménages en été, il y a différents facteurs aussi qui viennent influencer tout un peu l'entrée de la propriété, là, que tu prends possession puis que tu t'amuses. Là. Exactement, c'est vrai. Puis le party, il y a le party. La part des ondes crémaillères. Oh ben, oui! Voyons! Caroline. C'est important, il ne faut pas l'oublier, la transaction. Là. C'est vrai, ça fait partie... C'est dans les lois non écrites de la transaction, ça. Puis, mettons, là, à la toute fin de ça, là, on a fait le party, tout le monde on est tout heureux. Là. Tout le monde est heureux. Ouais. Du début jusqu'à la fin. Ouais. Y a-t-il des choses qui nous arrivent par la poste de la ville après ça? Y a-t-il des frais qui... oui! Un autre frais connexe, c'est important. Hein? Bienvenue. C'est ça, c'est quand la lettre t'envoie un bienvenue, c'est ça, hein, je pense? Oui, bienvenue. Ça s'appelle cher. Plus concrètement, ça. Ça vient dans une carte qui vaut vraiment cher, je pense. Hein? Fait que la taxe de bienvenue. Taxe de bienvenue. Ouais. Bienvenue, est-ce que tu sais ça vient d'où? Non. C'est pas juste bienvenue chez vous. Ça, c'est un jeu de mots qu'on a fait. Mais bienvenue, c'est le nom du ministre qui a instauré cette taxe-là en 1900, je sais pas combien. Ah ouais? Oui. C'est le ministre Bienvenu qui était, je sais pas avec quel parti. Là. En tout cas, ça a marché, sa taxe, parce que ça roule encore pas mal. Là. Fait que oui, en plus de la taxe municipale à payer à chaque année, mais tu as la taxe de Bienvenue. Je pense qu'ils ont peut-être instauré cette taxe-là pour limiter le nombre de déménagements que les Québécois faisaient. Je sais pas trop. Ou juste pour que le gouvernement fasse un petit peu plus d'argent. Mais bon, il y a cette taxe-là, malheureusement. Fait que ça, c'est une fois à chaque fois qu'on déménage. À chaque fois, ouais, c'est pas une fois dans ta vie, là. OK. C'est pas une fois pour une maison ou une fois pour un condo. Non, c'est à chaque fois. Fait que c'est bienvenu à chaque fois. Puis, écoute, je me souviens pas, il y a un pourcentage très, très précis. Ça se calcule. On peut le savoir d'avance, ça va être combien notre taxe de bienvenue en fonction de... Je me souviens plus, mais je pense que c'est du compte de taxes de la ville. Oui, l'évaluation municipale. L'évaluation municipale, OK, bon. Ah ben, ils ont beaucoup augmenté depuis quelques années. Ouais, fait que les taxes de bienvenue aussi. Aïe, aïe, aïe. Ouais. OK. Je vais rester dans mon petit condo plus longtemps, je pense. Ça coûte trop cher. Oui, parce que tu magasinais, tu voulais commencer à magasiner. Là, c'est sûr. Tu sais, quand une belle opportunité va passer, je vais être prêt. OK. Puis, comme je l'ai dit tantôt, moi, je vais en visiter un. Pas besoin, je vais le savoir d'avance quand je vais l'acheter. OK. Puis, as-tu une astuce, mettons, pour les gens... ou tu sais, même j'ai pas... Avant l'astuce, là, parce que... Oui. Taxe scolaire, faut pas l'oublier non plus, parce qu'on a parlé de taxe foncière. Ça, c'est quelques centaines. C'est quelques centaines, oui, mais quelques centaines, c'est quand même quelques centaines. À chaque année. À chaque année, c'est... Pour une valeur de peut-être, je sais pas, 250 000, une taxe scolaire va être 250 pièces par année, peut-être. Ça dépend des villes, dans le fond. Ouais. C'est vrai, chaque ville a son pourcentage. Puis, oui, ça change beaucoup. Mais c'est quand même, bon, ça se rapproche. Mais... Puis pourquoi qu'on vous dit ça, c'est que dans le fond, ces taxes-là, en principe, si tu restes en loyer, ben t'as pas payé ça. Là. Non, ça fait partie, mettons, c'est inclus pour la personne qui est le locataire, qui loue au locataire, ben, dans le prix du loyer, dans le bail, c'est inclus. Fait que non, on n'a pas payé ça. Puis même qu'un locataire a le droit à un relevé, je me souviens pas du... Comment? 31. 31, merci. Un relevé 31. Vous mettez ça dans vos impôts, là, puis vous priez pour que ça vous donne un petit retour. Effectivement, pour le loyer, dans le fond, le paiement mensuel qu'on fait pour le loyer. Oui, c'est ça. Pour les impôts, la déclaration d'impôts. OK, c'est bon. Mais astuce, as-tu une astuce, mettons, pour quelqu'un qui magasine fort ou que c'est quoi que... Mettons, une étape, de toutes les étapes, mettons, pas nécessairement les 7 étapes qu'on a nommées, mais plutôt une étape pour toi qui est importante quand on magasine une propriété ou un immeuble. On l'a dit, on a bien élaboré au départ, là, c'est important d'évaluer les besoins comme il faut. Parce que maintenant, plus que jamais, avec les prix tellement élevés, ça se peut qu'on soit pris vraiment plus longtemps qu'on pense dans l'endroit qu'on a choisi. Là. Donc, c'est vraiment important de faire un bon choix, puis t'espères que la chaîne d'événements va faire en sorte que tu puisses obtenir la propriété que tu veux. Là. OK. Puis, sous-jacent à ça, dans le fond, ça, c'est très personnel encore, là, mais plus ta mise de fonds personnelle est élevée,
moins tu es dépendant de la banque. Donc, entre guillemets, moins tu es dépendant des taux d'intérêt qui sont très élevés. Ben, pas très élevés, mais qui sont plus élevés que depuis les 20 dernières années. Là. Donc, ça peut faire la différence là, entre un achat dans lequel tu vas pouvoir passer le restant de ta vie ou juste être obligé de vendre après 5 ans parce que au renouvellement, ben, les intérêts ont tellement augmenté que tu n'arrives plus à subvenir. Tu n'arrives plus, carrément. Effectivement, t'arrives plus, parce que ça coûte trop cher. Puis la vie coûte cher aujourd'hui, fait que je pense que les choix, il faut que ça soit fait de façon judicieuse, puis consciencieuse, en lien avec ton besoin. Dans le sens de ton besoin réel et non pas ton besoin souhaité. Parce que souvent, on souhaite avoir plus grand, on souhaite acheter plus gros, on veut toujours plus grand, on veut toujours plus gros. Mais malheureusement, ben, heureusement ou malheureusement, parce qu'il y en a qui sont heureux, Ah ouais. puis il y en a d'autres qui sont malheureux. Fait que, peut-être pas une astuce, mais on peut essayer de terminer sur une philosophie. C'est prouvé que les gens vont être plus heureux en s'accomplissant dans des activités, des projets, ce qui n'est pas tangible, tu sais, plutôt que dans des biens matériels. Des biens matériels, ça fait du bien rapidement, c'est bien le fun, mais après quelques mois, quelques années, ben, ça devient quelque chose de normal, puis on en veut plus, puis on en veut toujours plus. C'est normal, ça aussi, c'est la nature humaine. Ben, c'est peut-être préférable de faire un choix, de rester dans quelque chose d'un peu plus petit, qui nous coûte moins cher de chauffage, de taxes, puis de tout ce qu'on vient de nommer avant, puis d'avoir un budget plus grand, pour un budget discrétionnaire pour pouvoir faire plus de projets, d'activités. Parce que faire les deux en même temps, peut-être faut... Ben, des choix. C'est une petite partie de la population, probablement, qui peut se le permettre, là, qui peut dépenser beaucoup dans un gros investissement d'immobilier et en même temps faire plein de projets, des voyages, puis tout ce qui est bien le fun. Là. OK. C'était une pensée relativement philosophique pour terminer ce podcast. Je suis ébloui. Je me sens plus instruit ce soir. Merci Jean-Sébastien du partage. Ça fait plaisir. As-tu d'autres choses à ajouter? Non, je pense que c'est assez. Okay, c'est bon. J'ai fait le tour. Bon, ben, moi, j'ai pas d'autre chose. Je suis vraiment comblé ce soir. J'ai très bien compris. Je suis heureux d'avoir partagé ce petit échange-là au niveau de l'immobilier. Puis j'espère que vous autres aussi, vous avez compris ou vous avez appris certaines nouvelles notions en lien avec l'immobilier. Puis les étapes, dans le fond, qu'il faut suivre pour faire la planification de votre prochain achat, en espérant qu'il va être à votre goût et à la hauteur de vos attentes. Ouais. Merci et à la prochaine. À la prochaine.